9h, Galizier, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. La manifestation d'hier n'a donc pas rassemblé les foules. Moins de 200 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. À peine 23 000 à Paris. Les syndicats opposés à la réforme des retraites ont-ils perdu la bataille de la rue? On en parle ce matin avec nos invités. Dominique Da Silva, bonjour. Bonjour. Député de La République En Marche du Val d'Oise, porte-parole sur ce dossier des retraites. Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour. Sondeur, directeur de l'Institut de sondage Kantar Public, politologue aussi. François Omril, bonjour. Président de la CFE-CGC, toujours en opposition et dans la rue hier contre cette réforme des retraites. Virginie Leguet, bonjour, du service politique de Paris Match. Le bilan des manifestations d'hier est donc plutôt maigre. Si on regarde le chiffre dans la rue, la contestation s'essouffle-t-elle? Le leader de la CGT affirme que non, mais encore une fois, les chiffres ne plaident pas en sa faveur. Alexandra Durand. En début de soirée, le cortège se disperse dans le calme, place d'Italie. Les manifestants sont toujours aussi déterminés, mais moins nombreux. 23 000 selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 pour la CGT, moins que jeudi et samedi dernier. Mais en tête du défilé, pas question de parler de recul. L'essoufflement, ça fait des jours et des jours qu'on en parle. Le mouvement, il ne s'éteint pas. Même s'il ne s'étend pas suffisamment, il ne s'éteint pas. Il est là, il continue. Même s'il y a toujours des chansons et de l'enthousiasme, beaucoup de participants reconnaissent une certaine lassitude après 6 grandes journées d'action nationale. Au fil des mobilisations, les collègues baissent les bras et renoncent à faire grève pour des questions financières, bien évidemment. Les grévistes comptent sur le soutien des dockers, des avocats ou encore des fonctionnaires pour poursuivre le mouvement. Ils ne marquent pas le pas dans la mesure où un certain nombre de professions qui jusqu'à maintenant n'étaient pas dans l'action, ils sont maintenant. L'intersyndicale a déjà annoncé des actions locales les 22 et 23 janvier avant une nouvelle manifestation interprofessionnelle le 24. La rue ne répond plus, François Omril? Moi, je ne suis pas trop d'accord. J'étais à la manifestation hier. Alors, je n'ai pas compté avec autant de précision et de minutie le nombre de manifestants que le ministère, mais il ne m'a pas semblé qu'il y avait tant de monde que ça en déficit par rapport aux autres rassemblements. Après, il y a toujours la guerre des chiffres. Je crois qu'il y a un chiffre qui ne fait pas débat, c'est 43. Les syndicats et la police sont d'accord sur ce chiffre. 43e jour de mobilisation. Une mobilisation unique dans l'histoire des 20 dernières années. Et pour tout vous dire, en même temps que passait votre reportage, il y avait une petite phrase du candidat à La République En Marche à Paris qui disait « Il faut qu'Anne Hidalgo arrête de tout décider toute seule dans son bureau ». Je reprendrai assez bien à mon compte cette phrase. Il faut que le gouvernement arrête de tout décider tout seul dans son bureau et qu'il écoute un peu ce que les organisations syndicales, les corps intermédiaires ont à lui dire sur ce projet de réforme. Il y a toujours bagarre sur les chiffres, évidemment. Là, il y a un peu moins bagarre parce que c'est quand même assez net. Emmanuel Rivière, vous êtes un spécialiste de l'opinion. Est-ce que les syndicats qui contestent la réforme sont en train de perdre la bataille dans la rue ? Il semble, oui, effectivement, même s'il y a toujours ce différentiel entre les chiffres des manifestants et les chiffres de la police. Mais quel que soit ce qu'on prenne, quand on regarde dans l'évolution, y compris les chiffres donnés par la CGT, montrent une diminution qui tient à plusieurs phénomènes. D'une part parce que pour les gens ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on peut tenir. Il y a eu des caisses de grève qui ont été constituées, mais enfin il y a quand même une difficulté, c'est qu'à un moment il faut aussi payer ses factures. Il y a un autre paramètre, deux autres paramètres qui jouent beaucoup dans la poursuite des mobilisations. Le soutien de l'opinion publique a été quelque chose de très très fort pour renforcer la détermination des grévistes. On en reparlera peut-être. Pour l'instant, il ne s'essouffle pas vraiment. On ne peut pas dire qu'on ait une bascule. Les Français veulent que la grève s'arrête en majorité, mais ils sont une majorité à ne pas vouloir de cette réforme des retraites. C'est ça, l'état de l'opinion aujourd'hui ? Oui, et ils sont une majorité, toujours aujourd'hui, à ressentir plutôt de la sympathie à l'égard du mouvement. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça bascule, parce que quand on demande aux gens leur rapport à un mouvement de grève, leur première question, c'est pas quels sont les paramètres de la réforme, c'est est-ce que ces gens-là, je m'en sens proche, et est-ce que ce qu'ils défendent, est-ce que leurs intentions, je peux les partager. Mais il y a un autre élément qui, je pense, est important aussi pour les grévistes et les organisations. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir, est-ce que le gouvernement va céder ou pas, et finalement, quels sont les buts de guerre. François Omril, quel est le but de guerre ? C'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui. On parle beaucoup évidemment de la CGT, des syndicats d'ordinaire très contestataires. Vous, c'est la CFE-CGC, ce sont les cadres. On n'a pas l'habitude de vous voir à côté de la CGT et de FO. C'est quoi votre but de guerre à vous de continuer appel après appel ces journées de manifestation et de grève ?
Deux choses. D'abord, je pense qu'on peut dire que l'ensemble des syndicats, et y compris moi, voudraient que la grève et la mobilisation s'arrêtent et que pour cela, le gouvernement revoie sa position. Je pense d'ailleurs que le gouvernement aurait pu être un peu plus attentif à ce qu'il n'a été, au fait que mon organisation, la CFE-CGC, a rejoint l'intersyndicale majoritaire de fait, puisque nous représentons la majorité des gens concernés par le projet dans les entreprises et dans la fonction publique. Donc tout ça crée les conditions qui, de mon point de vue, sont nécessaires à ce que le gouvernement infléchisse sa position vis-à-vis de la majorité de l'opinion et de la majorité des syndicats. Vous attendez quoi de plus? L'âge pivot j'attends a été depuis reporté. les débuts. Non, l'âge pivot, c'est pas un sujet. J'attends depuis les débuts que le gouvernement revienne à de meilleures raisons par rapport aux indicateurs économiques du projet et aux indicateurs sociaux. Depuis le début, nous disons que par rapport à ce que dit le gouvernement, ce qu'il prétend sur une réforme soi-disant sociale, en vérité, c'est l'inverse. Que tout un tas de populations vont être très maltraitées dans le système, que l'assiette de cotisation qu'il a modifiée va générer un déficit de 3 milliards d'euros par an dès le début de l'application, on pourra y revenir, de la réforme, qu'au final, de toute façon, le système tel qu'il est sous-financé de l'ordre de 60 milliards d'euros, qui va payer, quel va être l'impact, et nous disons qu'il y aura un impact sur le déficit des pensions. Dominique Dacosta, vous répondez, j'allais dire, vous avez fait le... Pardon, Da Silva, excusez-moi. Ça, c'est l'autre. Oui, absolument, je suis désolé. Vous faites, j'allais dire, le comptage ce matin et vous vous dites, c'est bon, on a gagné la partie, maintenant on tient en bouche plus. Non, vous entendez ce que dit M. Non, Aubry? pas du tout. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec le retrait de l'âge pivot et cette idée d'une conférence de financement autour de l'équilibre montre bien qu'il y a une avancée et les Français l'entendent, puisque une majorité de Français reconnaissent qu'il y a un compromis raisonnable, etc. etc. Donc, partant de là, il y a encore un travail, il y a encore du pain sur la planche, c'est vrai. Non, mais pour ils répondre... sont majoritaires en termes de représentativité syndicale. Vous disiez que l'acte 2 du quinquennat, ça devait être la remise en selle des syndicats des corps intermédiaires. Ils sont majoritaires en termes de représentativité et vous balayez, j'allais dire, leurs objections. Non, mais simplement, ce que dit M. Omril, c'est que, voilà, il y a cette question de plafond, finalement, de cotisation. Aujourd'hui, en France, avec le système universel, on propose d'aller quand même, de rester jusqu'à 3 plafonds de sécurité sociale, ce qui représente un revenu brut de 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an. Je veux dire, c'est un cas important en Europe. C'est peut-être même, on a sans doute le niveau le plus élevé. Je dis que la moyenne en Europe, on est entre 1 et 1,5 plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 45 60 000 euros de droits de cotisation. Donc, aller jusqu'à 120 000 euros, je suis désolé, je trouve que l'effort est quand même conséquent. Ensuite, au-delà de ça, on cotise pour la solidarité à un niveau de 2,81%. Pas trop de chiffres parce qu'on va s'y perdre. Et tout simplement, évidemment, pour ces hauts revenus, on souhaite qu'ils trouvent finalement d'autres solutions pour éventuellement compenser ce manque à gagner. Vous allez répondre à ça, M. Omril, mais d'abord Virginie, qui n'a pas encore parlé. Moi, il me semble que la grosse difficulté à laquelle vous vous heurtez, c'est la réticence, pour ne pas dire l'inquiétude de l'opinion publique face à une réforme qu'elle ne comprend plus, qui s'est beaucoup éloignée de la promesse de départ, qui était la création d'un régime universel. Finalement, vous avez donné l'impression de recréer des régimes spéciaux que maintenant vous appelez régimes spécifiques, et puis vous avez fait des exceptions entre les uns ou les autres. Et cette inquiétude-là, elle rencontre le soutien de ceux qui sont dans la rue. Donc, il y en a certes moins, mais ceux qui sont dans la rue se radicalisent et vous risquez de vous retrouver pendant des mois et des mois avec des gens qui vont manifester régulièrement, d'autant, et j'en termine, pardonnez-moi, que votre calendrier, qui est déjà quasiment annoncé, va durer jusqu'au mois de juin, entre la présentation au Conseil des ministres, le début du projet de loi, et je rappelle même les inquiétudes des députés qui vont se retrouver avec un texte en première lecture qui comportera des trous. Qui est un peu bizarre de lancer un texte devant les parlementaires alors que des modifications seront apportées en deuxième lecture et que ça a déjà été quasiment acté par le Premier ministre. Donc il y a énormément d'incertitudes face à ce projet, et cette incertitude-là n'est pas prête de disparaître. Donc vous allez vous retrouver avec une protestation, j'allais dire, quasiment structurée, endémique, qui pourrait durer des mois. Il est vrai que certains en jouent et font peur aux Français autour de ces incertitudes. Non, ils n'ont pas eu besoin de faire peur aux Français. Non, mais pardonnez-moi, la question de la transition. Vous avez vous-même fait peur aux Français en donnant des explications différentes entre les différents responsables de l'exécutif.
Si on prend le cas, par pendant exemple, des mois et des mois, entre Non. la version de M. Philippe, la version de M. Macron, la version de Jean-Paul Delevoye, il y a eu des divergences telles que plus personne ne s'y retrouve. Pour être clair, ce qui fait aujourd'hui. peur, c'est quand on ne sait pas calculer Bien le sûr. montant de sa pension après la réforme, ça fait peur. Voilà, c'est peut-être ça déjà le biais. Mais on initial. est d'accord que c'est la question des transitions, c'est une question qui doit être menée au sein de chaque caisse avec les personnes concernées et que c'est pas dans la loi directement qu'on aura la réponse à ces questions. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de baisse de pension, ça on le dit, on l'affirme haut et fort, il n'y aura pas de baisse de pension pour peu que collectivement, on accepte de travailler un petit peu plus longtemps. Voilà. C'est quoi la suite Virginie parlait de l'agenda qui va s'étirer. L'agenda de la grève, c'est quoi? Ça dure jusqu'au mois de juin? Ça va être de la grève perlée? Vous allez vous réfugier derrière les bastions de la CGT qui rendent les mouvements visibles? Je pense aux dockers, je pense aux éboueurs. C'est quoi la suite? Alors, la suite pour la CFE-CGC sera décidée lundi. On a un comité directeur confédéral. On va évidemment débattre de tout ça. On ne va se réfugier devant personne. Derrière, vous l'avez derrière personne, pardon. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mon organisation est une organisation libre et indépendante qui sait prendre ses positions à tout moment et prendre ses responsabilités. Donc, on continuera de le faire. Il est d'évidence. Vous pourriez pour moi, sortir du mouvement lundi alors? Écoutez, on attendra lundi, mais de toute façon, on participera à la manifestation, à la mobilisation du 24 janvier, comme on l'a annoncé dans le communiqué intersyndical. Et je crois qu'il faudra qu'on ait une réflexion avec l'ensemble des organisations qui sont parties prenantes pour savoir dans quelle mesure on va continuer à informer l'ensemble de l'opinion de nos militants sur les conséquences de ce projet. Parce que, pour tout vous dire, je voudrais pas tellement porter la contradiction à M. Da Silva, mais plutôt lui poser une question. Toutes ces questions que l'on pose, vous avez dit pas trop de chiffres. Moi, je suis d'accord avec vous, pas trop de chiffres. Prenons le temps nécessaire à examiner l'analyse des chiffres qui doivent être normalement dans l'étude d'impact. Et tout d'un coup, je m'interroge. Mais où est l'étude d'impact qui normalement est obligatoire? Monsieur Da Silva, vous êtes député de la République, vous avez le projet de loi, vous allez travailler dessus, probablement faire des amendements. Mais où est l'étude d'impact? L'étude d'impact sera avec le projet de loi quand il sera Mais en Conseil des avouez qu'il ministres. manque beaucoup de choses. Il n'y a Mais pas d'étude d'impact. On ne sait pas combien va coûter la réforme. On ne sait pas exactement comment les choses vont se faire pour les uns ou les autres. Vous dites les pensions ne baisseront pas. Ceux qui sont dans la rue et qui ont déjà fait leurs calculs avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas de simulateur, Oui, enfin, il y a surtout des faux disent que simulateurs. leurs pensions vont tous baisser. Mais Qu'est-ce que vous c'est allez un faire points des caisses d'explication autonomes du grand soutien, du soutien qui reste majoritaire de l'opinion. C'est-à-dire qu'on est aussi, ça c'est la toile de fond, je pense que tout le monde partage ce constat, dans une société très inquiète. Le mot, avant même qu'on parle de la réforme, retraite égale inquiétude. Ou par ailleurs, on a une confiance assez modérée dans les institutions et dans la parole publique, d'où qu'elle vienne, mais a fortiori par définition quand elle vient des gouvernants. Et donc, dans un tel contexte, à un moment, on se dit, et d'ailleurs on le constate, d'une certaine manière aussi la majorité a donné raison à ça, que ceux qui manifestent feront que les retraites seront moins douloureuses. Donc c'est vrai qu'il y a un besoin de clarification. Parce qu'on pense que plus ça va... C'est pour ça qu'il y a une forme de résilience. Plus ça va durer, moins l'addition sera salée dans un contexte où on a envie quand même, à titre individuel, de s'en tirer le mieux possible. Vous parliez de la perte de crédibilité de la parole publique. Il est vrai que cette séquence était censée redonner de la voix aux syndicats. Les syndicats avaient d'ailleurs pensé qu'ils avaient enfin repris la main depuis le mouvement des Gilets jaunes qui avait pris le devant sur le thème de la contestation. Regardez cet élément de sondage qui est quand même intéressant. Est-ce que les syndicats, pour vous, sont un élément de dialogue ou de blocage de la société française? 59% des Français répondent blocage et c'est quand même 8 points de plus depuis le début du mouvement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que là où les syndicats étaient censés se refaire la cerise, comme on dit, comme dit l'expression populaire, finalement, c'est pas du tout le cas, Emmanuel. D'abord, poser cette question dans un contexte où les transports sont bloqués, c'est biaisé. Non, mais ça crée les plus 8 points. Ensuite, mais François Omléry le dirait mieux que moi, faut bien avoir en tête qu'il y a deux réalités syndicales. Les syndicats signent des milliers d'accords par an dans les entreprises, et là, on est vraiment dans... Notamment la CGT. La CGT, CFE, CGC. Donc, au niveau des entreprises, les syndicats jouent ce rôle-là. Et quand on demande aux Français ce qu'ils pensent des syndicats, quand on parle aux salariés, ils pensent à la fois aux représentants des confédérations, mais ils voient aussi ce qui se passe dans leur boîte et ce qui s'y passe. Donc c'est la combinaison entre les deux. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils nous disent à la fois « Oh, les syndicats, ils ont des intérêts très partisans, etc. » Mais quand on leur demande « Est-ce qu'il faudrait du coup les supprimer ?» Vous n'avez pas l'air d'être content. Ils disent « Mais surtout pas, c'est indispensable. » Donc il y a cette dualité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même paysage syndical que dans d'autres pays parce qu'il y a une histoire syndicale qui a
plus tirer nos syndicats vers une clé de lecture dans l'opinion en tout cas, sur un modèle un peu politique et avec des intérêts politiques qui sont décryptés. François Omril, votre base, ou une partie de votre base, vous reproche cette proximité avec la CGT, avec M. Martinez. C'est vrai que ce n'est pas vraiment dans la culture de votre syndicat d'être côte à côte avec la CGT? Non, je dirais que non. Ceci dit, je dois y être très très attentif, bien entendu, parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Voilà. Moi, j'ai des interlocuteurs au niveau national interpro. On a le devoir de travailler ensemble, mais ça se décline sur le terrain dans certaines entreprises où c'est parfois un peu plus difficile. Donc, c'est mon devoir, c'est mon rôle de représentant de toute l'organisation, d'être attentif au fait que toute mon organisation me suive. Et ça, je le fais régulièrement. Toutes les décisions que nous avons prises pour rejoindre l'intersyndicale, pour rejoindre la mobilisation, elles ont été prises à l'unanimité de mes structures, toutes les fédérations. Donc, pour tout vous dire, il y aura toujours, et j'imagine que c'est le cas dans tous les syndicats actuellement, des gens qui appellent en disant bah oui, nous on n'est pas trop d'accord, etc. Mais l'unanimité de mes structures sont pour les positions que je défends, et la majorité des militants et des adhérents sont bien sûr avec la position de la Confédération. Et vous allez vous retrouver tous autour de la table à la conférence du financement. Et là, vous allez être obligé de trouver des positions communes. Comment ça va se passer ? Bah écoutez, on verra bien. Je dois vous dire que ça ne va pas être très très simple parce que chacun aura compris qu'il y aura deux sujets. Moi, je vais à la conférence du financement pour discuter du système futur, de ce qu'on appelle, de ce qui est décrit dans la lettre du Premier ministre, le moyen et le long terme. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Il faut déjà équilibrer. Alors, sur la question de l'équilibre à court terme, je n'ai pas le même point de vue. Je considère que ça n'est pas la priorité pour la raison que ce qui est dit de nouveau dans le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, c'est que si l'équilibre qui est attendu en 2027 n'est pas tout à fait conforme à ce qui était prévu dans les prévisions d'il y a un an, c'est parce que l'État a creusé un trou supplémentaire en ne compensant pas ses exonérations de cotisations et en ne compensant pas ce qu'il doit au titre de la CNAV. Donc pour finir, je trouve que c'est un peu culotté de la part de l'État de venir dans un jardin avec une pelleteuse, de creuser un gros trou et de dire aux gens qui y habitent, eh bien maintenant que j'ai fait le trou, je vais vous inviter à le combler, mais je ne vous donne pas l'appel. On a quand même, Monsieur Omril, c'est des créations d'emplois. On a bien compris en tout cas. Voilà, on a bien compris que ça va être compliqué. Non, mais là on relance pas parce que c'est terminé. Mais on a bien compris que ça va être compliqué. Et comme on aura bien l'occasion de continuer à suivre ce qui est, semble-t-il, aussi devenu un feuilleton maintenant, nous le ferons bien entendu. Merci à vous d'avoir participé à cet élément de débat aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Olivier. De quoi nous parlez-vous dans votre émission? Eh bien, on va suivante continuer à parler de la mobilisation, de cette grève qui n'en finit pas, et puis de cette une qui fait beaucoup parler. Eh oui. Comment la CGT ruine la France? On en débattra, puisque notre éditorialiste, c'est Franz-Olivier Gisbert, et notre invité, l'insoumise Clémentine Autain, qui n'est pas franchement ravie de cette une. Et puis, on parlera aussi de ce coup de tonnerre dans la gastronomie française, le restaurant Paul Bocuse, qui perd sa 3e étoile au guide Michelin. On en débattra avec Perico Légas, qui critique un farouche opposant du Michelin. Qui cite, vous savez quoi, il cite Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On en parlera avec lui. Merci beaucoup, on l'a entendu tout à l'heure, effectivement. Vous restez avec nous à suivre donc l'émission d'Audrey. Quant à nous, on se retrouve dès lundi matin. Merci à Adrien Denis et Nicolas Sangers pour la préparation de cette émission.